suite, une commission d'enquête parlementaire, quand elle est dirigée par un député insoumis, exhale un parfum de guillotine. François Bayrou répondait hier à M. Paul Vannier, député de la France insoumise, qui l'accuse, je cite, de ne pas avoir protégé les élèves de Notre-Dame de Bétarame, victimes de violences pédocriminelles, et d'ajouter, depuis le milieu des années 90, vous le saviez. M. Vannier est l'enfant de Robespierre, il accuse, sans preuve. Derrière François Bayrou, c'est aussi l'enseignement catholique qu'il vise. Son acharnement contre le collège-lycée Stanislas de Paris illustre son obsession d'attaquer l'église de Rome. Il préfère le lycée musulman Averroès de Lille, qu'il défend contre vents et marées. Il faut lire le livre La Meute, l'univers impitoyable de la France insoumise, raconté en 300 pages, pour apprendre à qui François Bayrou avait affaire hier. Brutal, glacial, cassant, méthodique, acharné, mais aussi appliqué et cruel. Toutes les passions tristes, réunies chez M. Vannier, caricature d'apparatchik, qualités qui permettent d'arriver au sommet quand sonne l'heure de la révolution et viennent les procès sommaires ou les exécutions collectives. Esprit méchant, les monsieur Vannier émergent lorsque les temps deviennent troubles. Ils rêvent du grand soir, qui les placerait dans la lumière et avoir pourquoi pas un destin national que l'anonymat d'une carrière de professeur d'histoire-géographie interdit. Rassurons-nous, le grand soir attendra et M. Vannier retrouvera ses chères études, ressassant à l'infini ses rancœurs, tandis que François Bayrou continuera son action politique. Soyons sérieux. Personne n'imagine que le Premier ministre ait couvert, il y a 30 ans, des actes de pédocriminalité dans un lycée où ses propres enfants étaient inscrits et scolarisés. Alors, Bétarame, effectivement, Bétarame, j'ai pas regardé les 5 heures. Moi, oui, vous dire. les 5. Bon, c'est vraiment, je vous assure, en fait, c'est scandaleux. Oui. Si on se dit les choses, c'est scandaleux. Oui. C'est-à-dire que de mettre, et ça abîme notre démocratie, ça abîme nos institutions, ça abîme nos hommes politiques, ça abîme tout. Mais ça s'est vu hier, beaucoup. Oui, mais c'est un scandale, en fait. C'est un scandale démocratique. Vous avez un Premier ministre et on lui dit, vous savez, oui. Vous avez couvert des actes pédocriminels, enfin c'est d'une gravité inouïe, alors que ses propres enfants sont dans... Bon. Et vous avez un petit monsieur qui s'appelle monsieur Vannier, qui est vraiment la caricature. Quand je dis c'est l'enfant de Robespierre, mais ces gens sont terrifiants. L'enfant de Robespierre et de Saint-Just, je veux dire. Oui, l'enfant de Robespierre et Saint-Just. Alors nous, on avait eu monsieur Julien Saint-Toul, mais vous les mettez... Aurélien Saint-Toul. Aurélien, je ne sais pas pourquoi je l'appelle Julien. Bon, mais vous les mettez ensemble, je vous assure que s'ils ont le pouvoir, heureusement ils ne l'auront jamais, mais... Fouquet-Tinville n'a qu'à bien se tenir. Et Fouquet, oui, hier, c'était le 14 mai, jour anniversaire. Attendez, pas tous ensemble. Hier, c'était le 14 mai, jour anniversaire. Olivier d'Artigol. Jour anniversaire de l'assassinat de Henri IV, rue de la Ferronnerie. Vannier n'a pas été ravaillac hier. Il n'a pas réussi à atteindre son objectif. Et sur certains moments, la démonstration par le Premier ministre, Vannier lui dit, dans votre circulaire, il n'y a rien sur les violences faites aux enfants. François Bayrou saisit sa circulaire, qui a été ministre de l'Éducation nationale. Première ligne du premier paragraphe, il y a la phrase sur la violence faite aux enfants. Il pose, il répond à d'autres questions. Vannier, 2 minutes après. Donc vous n'avez pas répondu à ma question. Voilà sa stratégie, sa technique. Pendant 5 heures. C'est quelque chose. Mais c'est votre... Pardonnez-moi. Non, pas moi, non, c'est pas ma gauche. Non, ça n'a jamais été ma gauche. C'est votre camp. Vous arrêtez avec ça. Non, c'est pas ma gauche. Ça n'a jamais été. En fait, ces gens-là... Ils me détestent. Écoutez, ces gens-là, ils ne sont qu'à gauche. Ces profils-là ne sont qu'à gauche. Oui. Dans l'histoire des régimes politiques, de Moscou à Pékin, en passant par la terreur en 93, ces profils-là, ils sont à l'extrême gauche. Bon, et c'est les mêmes. Il y a des différences de degrés. Il y a eu d'autres profils du côté de Pinochet, du côté de Franco, du côté du régime hitlérien. Nous sommes... Qui ont donné aussi leurs petits désagréments à la justice. Hein. Bon, il y a la manière de mener les choses humaines. En tout cas, il y a des différences de degrés, mais il n'y a pas de différence de nature. Bon, entre ces gens-là et ceux que j'ai cités tout à l'heure. Alors, d'abord, regardons, il était venu d'ailleurs avec ce livre, monsieur Bayrou, La Meute, que j'ai, qu'il faut lire, hein, c'est une déflagration. Il est excellent. Donc, il était posé ostensiblement sur son bureau, et puis monsieur Bayrou a parlé précisément de cela. Je connais parfaitement votre méthode qui commence à apparaître de manière absolue. D'ailleurs, cette méthode, elle est exactement décrite dans cet excellent livre dans lequel vous êtes analysé et cité. Excusez-moi, et cette méthode, elle est décrite par
Jean-Luc Mélenchon, qui est quelqu'un que je connais, je crois, et il dit « Vous n'avez pas besoin d'être de bonne foi ». C'est exactement ce que vous faites. Bon, c'est vrai qu'il y a une manière, alors Virginie Giraud, vous qui connaissez l'histoire, moi j'ai une petite tendance à tout psychologiser. Mais il y a c'est peut-être une erreur, mais bon. Et ces gens-là, je pense vraiment, Michel Onfray m'avait dit ça, il m'avait dit les révolutionnaires, c'était des ratés complets. Ils avaient tout raté avant d'arriver précisément à la Révolution. Et la Révolution leur donnait une place que jamais leur carrière d'écrivain, d'avocat leur aurait donnée, etc. Et les ratés ne vous rateront pas. Et il y a cette méchanceté, cette rancœur chez certains lorsqu'ils peuvent avoir du pouvoir, parce que c'est leur seule manière d'arriver dans la lumière que d'avoir ce pouvoir-là, donc une révolution, pourquoi pas. Ai-je raison, ai-je tort, je n'en sais rien. Je nuancerais un petit peu les propos de Michel Onfray, dont je connais assez bien les écrits, que j'apprécie beaucoup. En fait, la Révolution française, c'est un moment de bascule. On en finit avec les gens qui sont au pouvoir, c'est-à-dire une aristocratie déliquescente depuis plus de 100 ans, pour la remplacer par une bourgeoisie émergente. C'est une révolution bourgeoise, la Révolution française. Et là, on a effectivement des gens qui n'auraient pas eu beaucoup de pouvoir, si ce n'est à l'échelle locale. Parce que vous prenez Robespierre, vous prenez Saint-Just, ils viennent pas de familles très modestes. Ils viennent de l'équivalent de la petite bourgeoisie. Ils prennent une place dans la société que la Révolution leur donne. Après, ils se l'arrachent les uns les autres. Et surtout, ils vont se battre entre eux pour prendre le plus de lumière et de pouvoir. D'où le combat fratricide entre Danton et Robespierre, qui va se finir avec Danton sur l'échafaud. Mais ce que montre très bien le livre La Meute, et ce que l'on sait dans le milieu journalistique depuis longtemps, c'est qu'en réalité, La Meute s'attaque d'abord aux siens. Exactement comme Robespierre et Danton. D'abord, on coupe les têtes qui dépassent, on s'assure d'avoir des cohortes de gens... Ah si, quand même, regardez Garrido, Corbière, on coupe les têtes qui dépassent, et ensuite on a une meute qui est aux ordres avec ses fameuses boucles WhatsApp. Je ne voudrais pas faire le parallèle entre Mediapart et le père Duchesne, mais bon, c'est vrai que Plenel et les autres sont d'abord attaqués, et ça devrait quand même les retenir aujourd'hui. Tout le monde se rappelle de l'affaire de Toulouse et la façon dont le Monde a essayé d'avoir la peau de Baudis, oui. Et d'ailleurs l'a poussé dans la tombe ainsi. Et donc ça devrait les retenir au moment où ils rejouent la comédie avec Bayrou sur l'affaire Bétarame. Il y a quelque chose qui est singulier. Mais le père Duchesne n'aurait jamais existé s'il n'y avait pas eu la Révolution. Oui. Il était profondément médiocre, Hébert. Oui, c'était un sale type. Mais pas tout. Oui, mais bien sûr, mais il y avait mais la volonté des sales types est très puissante. Mais la révolution, c'est la lie de la société. Saint-Just n'était pas un médiocre. Alors, Monsieur Vanier, c'est intéressant parce qu'il a failli être purgé. Entre 2015 et 2020. Oui. Il l'a d'ailleurs très mal vécu. Et on ne sait pas pourquoi, ça c'est dans La Meute, c'est rapporté dans La Meute. Et on ne sait pas ce que lui reprochait exactement Jean-Luc Mélenchon. Je voudrais qu'on entende, qu'on écoute Monsieur Bayrou, je n'ai pas menti. Moi, je n'ai pas menti. Vous mettiez en cause le ministre de l'Éducation que j'étais. Quand j'étais ministre de l'Éducation, je n'ai jamais entendu parler d'autre chose que ce qui était dans le journal, sur lequel j'ai diligenté une inspection, dont je n'avais pas de traces, et je n'avais jamais entendu parler de violences sexuelles. Jamais. Ma version n'a pas varié. Vous m'interrogez, vous, en montant à la tribune, pour m'accuser d'avoir protégé des pédocriminels. Vous. Je peux vous lire la question si ça vous intéresse. Vous, dans ma vie, on m'a accusé de beaucoup de choses. Rarement de faits aussi ignominieusement graves. Et vous l'avez fait en insinuant que c'était comme ministre de l'Éducation ou n'ayant pas fait ce qu'il fallait comme ministre de l'Éducation. Je maintiens que comme ministre de l'Éducation nationale, à cette époque, et encore maintenant, je n'ai jamais eu d'autres informations que celles qui étaient parues dans le journal. Enfin, c'est quand même invraisemblable. Tout le monde devrait, toute la presse, quand même... On n'a pas défendu particulièrement M. Bayrou ici. On a eu parfois des mots assez rudes sur lui. Oui. Mais enfin, laisser accuser, vous saviez, un Premier ministre d'avoir couvert des actes pédocriminels sans que ça ne... C'est indigne. Oui, sans que ça ne semble émouvoir personne en France. Moi, ça dans le seul but de le faire quitter son poste. Oui, je trouve ça absolument... J'assure que je trouve ça incroyable.
Mais il faut bien voir que dans l'esprit français, parfois, il y a une passion de l'outrance, de l'extrême, et je dirais même du mensonge. La volonté de voir un Premier ministre... Notamment chez les magistrats. Vous me cherchez d'emblée. Are you talking to me? J'espère que tout à l'heure, je pourrai répondre à mon excellent ami... Vous n'aurez pas le droit de Pascal. répondre. Ouais. Non, Je vais mais faire comme vous la avez commission d'enquête. totalement raison. Et je pense que François Bayrou, contrairement à toute attente, a été excellent hier. Mais pourquoi, contrairement à toute attente, Mais non, faut mais se défendre. Mais non, mais parce que François Bayrou est brillant, intelligent, mais il a une oralité qui m'inquiétait un petit peu dans la mesure où, devant des attaques sommaires et péremptoires, on pouvait Alors, craindre... pardonnez-moi, mais le jeune Vanier, il fait pas le poids. Je ne dis pas le contraire. désolé. Les premières défenses de Bayrou ont été voilà. un peu confuses. Au tout début, à l'Assemblée, là, c'était beaucoup plus clair hier. Bon, la démission, écoutez ce qu'il dit sur la volonté qu'avait la commission et même l'espace médiatique, une partie en tout cas, de le faire démissionner. Il s'agissait d'une chose, pardon de parler un peu trivialement, il s'agissait de me coincer pour m'obliger à démissionner, entre guillemets. Ça viendra, bien sûr. Bon, et puis le dernier passage que je voulais vous faire écouter, c'est François Bayrou, lorsqu'il est sorti et qu'il a parlé, il a eu le sentiment effectivement d'avoir réussi ce passage, ce qui est une réalité, et il a parlé d'un moment libérateur. Pour moi, c'était un moment un peu libérateur, en dépit de... en dépit du chagrin que me cause la situation ou les souffrances de ceux et celles qui ont été pris dans tout ça. Le climat en France, et c'est ça qui va être compliqué ces prochaines années avec la France insoumise, ils feront tout, parce que c'est dans leur esprit, pour travestir la réalité, pour raconter évidemment des mensonges avec un but précis, c'est de faire tomber la République, de faire tomber la société, de faire tomber notre... Ils veulent destituer le président de la République, ils veulent faire démissionner le Premier ministre, coûte que coûte. Et c'est intéressant que vous disiez que Paul Vanier a failli être purgé, il ne l'a pas été. Mais malgré tout, on l'a maintenu dans une forme de terreur interne au sein de la France insoumise, où il est tenu maintenant d'obéir et d'adopter la ligne la plus radicale qui soit, celle de Jean-Luc Mélenchon. Et ça donne cette audition hier. Je suis quand même marqué, alors ce sont deux choses totalement différentes. En 24 heures, on a eu le président de la République dans un exercice médiatique où il a été malmené, c'est le mot qui a été beaucoup employé, puis Premier ministre auditionné pendant 5h30. Oui, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, mais je trouve que c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'Agnès Verdier-Molinier, évidemment, ce n'est pas la France insoumise. c'est pas le même ton. On sort de là avec quand même les deux têtes de l'exécutif qui ont été questionnées sans qu'on en tire. Enfin, je sais pas, je trouve ça assez particulier quand même comme double exercice. Il y en a un qui est un communication. exercice légitime d'interrogation d'un président après 8 ans d'exercice, qu'on peut interroger sur son bilan, et ça a été fait, et de l'autre, quelque chose qui me paraît parfaitement inquisitoire et injuste, bien sûr. D'aller... Et politiquement, le récit qui avait été fait, c'est un président qui allait se relancer avec son grand oral et un Premier ministre qui allait chuter face aux commissaires politiques et parlementaires. C'est l'inverse qui se passe. Exactement. Le président n'a pas chuté. Non, je suis pas du tout d'accord. Ah bah non, depuis que vous avez... Alors vous, depuis que vous avez déjeuné à l'Élysée, ça y est, c'est fini. Hein. Ah bah si. J'ai une qualité que vous n'avez pas. Ah bah plein. Je suis toujours moi-même où que je sois. Non. Et donc, non. Et je peux vous dire du bien de vous, du mal de vous. Mais prouvez-le. Prouvez-le. Vous le saviez. Déjà là, avec cette phrase absurde. Mais pas du sur tout. l'Élysée. Enfin, Vous êtes offensant. Mais non, je suis pas offensant, je suis taquin. Oui, mais mon Dieu, la nuance est faible. Non, alors si vous avez été offensé, je retire ma phrase. Non, mais Je l'ai retiré. Je l'ai retiré. Je ne voulais pas vous offenser. Je dis toujours ce que je pense. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Quand je dis du bien de vous, c'est rare, je le pense. Ben Vous moi, avez du mal à argumenter après. eh bien moi, quand je dis du bien de moi, c'est rare, mais je le pense aussi. Oui, mais ça, je le sais, on le constate. Mais quand vous dites du bien de vous, c'est... Mais Philippe, vous êtes un... Qui en dirait sinon? Philippe, vous êtes de notre petit théâtre, entre guillemets, vous êtes un C'est pas élément... un théâtre. Ah si.
Non, je refuse l'idée. Bon, en tout cas, de ce moment que nous vivons ensemble chaque matin, vous êtes un rouage essentiel. Quand vous me dites ça, vous l'avez dit trop souvent pour que je le croie. Par votre intelligence, par votre hauteur de vue, par votre esprit de nuance. Ça. Non, bon, alors d'accord. Je voudrais davantage. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, vous êtes le seul à avoir. C'est pas que le président n'a pas été bon ou mauvais, c'est pas le sujet. Je l'ai trouvé. Mais c'est pas. Pardonnez-moi, c'est pas le sujet. Moi, je peux être d'accord avec vous. Il était simplement impuissant. C'est ça. Ah oui. Impuissant et dans le déni. Moi, j'ai pas dit qu'il a été mauvais. Il était impuissant et dans le déni. Je n'ai pas trouvé le déni. Ah bon? Non. Ah bon? J'ai trouvé un président d'une certaine manière un peu pathétique. Ah bon? C'est pas ils vont vous inviter à déjeuner alors. Qui a tenté le moins mal possible de répondre à des charges systématiques. Systématiques, mais à juste titre. Qu'est-ce qui est passé? Qu'est-ce que vous avez un avocat à côté de mais qu'est-ce qui est passé? Vous êtes marrant, c'est le bilan maintenant. Ça fait 8 ans, c'est le bilan. Bien sûr. Bon, Delphine Ernotte. Formidable, Delphine Ernotte. Personne n'en a parlé. L'ARCOM, après les auditions en début de semaine des 4 candidats, l'ARCOM a annoncé sa décision de prolonger le mandat de Delphine Ernotte-Kounsi à la tête du groupe audiovisuel public. Faut se tenir les côtes pour écouter Madame Ernotte. Entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, c'est le grand écart. Donc je vous propose d'abord d'écouter ce qu'elle disait hier sur comment elle voit sa mission à France Télévisions. J'ai une conviction inébranlable. Il est impératif de rester contemporain dans une époque chahutée et de nous adapter dans un moment crucial. Quand le chaos n'est pas loin, le sens de la mesure est plus important encore. Il y a quelques jours à peine, le président des États-Unis rayait les médias publics d'un trait de plume. Il y a quelques mois, nous nous demandions comment nous pouvions sauver France Télévisions de sa disparition en cas de privatisation. Dans ces temps troublés, la télévision doit être un roc, un point d'appui stable, une respiration, un espace de réconciliation, un espoir. Il faut saisir les changements de la société, guetter les signaux faibles, aller chercher des idées neuves et ne jamais se réfugier dans l'ordinaire. Il faut surtout écarter toutes les voix discordantes et qu'on ne doit pas entendre sur France Télévisions. Bon, c'est vraiment... reconduite par acclamation générale. Donneuse de leçons, tenant de la morale. Et en plus, avec ce qui s'est passé samedi, on attend toujours les explications. C'est-à-dire que tu as présenté une personne qui est un homme politique, de dénommé Raphaël Pitti, sans expliquer aux téléspectateurs que c'est un homme politique engagé, qui s'était présenté à la députation sous la bannière du nouveau Front Populaire et de M. Glucksmann, dans une émission qui s'appelle « Quelle époque ?» Ça n'a jamais été dit aux téléspectateurs. Et écoutez ce que dit Madame Ernotte, où elle explique qu'il faut vérifier les faits. Contemporain, ça fait froid dans le dos. Vérifier les faits, ce qu'ils ont fait avec Jean-François Aquili. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, elle n'est pas responsable, c'était France Info, Jean-François Aquili. Là, on est sur France Télévisions, où je rappelle, moi, nous recevons beaucoup de gens, et à chaque fois, je dis, est-ce que vous irez sur France 2 ? Non. Toutes les paroles ne sont pas écoutables ou audibles sur France Télévisions. Écoutez le deuxième passage de Madame Ernotte. La donne mondiale a changé. Il nous revient d'être le rempart contre la manipulation de l'information. Aucun intérêt particulier ne nous freine. Notre seule boussole, c'est la véracité des faits. La décision que vous avez prise en janvier de faire un bloc de numérotation commune aux chaînes d'information nous donne une chance unique de faire rimer notre différence avec la puissance. Nous mènerons cette bataille partout où elle se déroule, que ce soit à l'antenne et sur les réseaux sociaux. La véracité des faits. Toujours pas de communiquer sur ce qui s'est passé samedi. Écoutez les émissions de France Télévisions. Elle réussit l'exploit de décrocher un troisième mandat. C'est aussi adossé à des audiences qui sont positives pour elle. Regardez. Non, en termes d'audience, elle réussit quelque chose. Ah oui. Alors on peut simplement le constater. On peut dire ce que vous dites là. Et elle avait eu une réaction assez mesurée à l'annonce de la disparition de C8, où elle avait indiqué qu'elle n'était pas favorable à cette manière de et le critère de la réussite pour une chaîne... Les audiences et le critère de la réussite pour une chaîne de service... Ça participe quand même à un élément de... Non, mais avec une chaîne de service public. Oui, avec des moyens considérables. Non, mais je le sais. Vous avez une Vestale, là vous avez une femme qui se prête... Une femme
Très important. Oui. Très, très important. Pourquoi ? Vêtue de blanc et de vertu. Enfin, c'est une femme comme la présidente de France Télévisions, comme la directrice de Radio France, la présidente de Radio France, pardonnez-moi, comme la directrice de France Inter, comme la présidente de France Monde, comme la directrice de France Culture, comme la directrice de France Bleu, c'est bien que des femmes accèdent à des niveaux de la directrice des programmes d'Arte, c'est pas le cas par le passé. Comme Laurence Bloch à la tête de la mission de service public qui doit organiser la fusion toutes les rédactions. Mais laissez finir, écoute, Olivier. Quoi ? Enfin, franchement, c'est intéressant ce qu'il dit. Oui, là, pour l'instant, non. Mais, si. Pour l'instant, non, mais allez-y. Des femmes. J'attends. Non, aucun. Ah non, ça ne me pose aucun problème. Ah ouais. Vous, ça vous en pose un ? Bien sûr, évidemment. Pourquoi ça vous pose un problème ? Parce que je veux la parité. Mais pendant des décennies. Je voudrais qu'il y ait quelques hétérosexuels blancs mâles de plus de 50 ans. Ah, mais vous êtes là. Mais non, mais la compétence, c'est tout ce qui compte. Non, mais confirme. C'est vertueux. Je déteste ces protestations. Je ne supporte pas le discours de Mme Ernotte sur la vertu journalistique. C'est franchement parfaitement indigne. C'est écœurant. C'est vraiment écœurant. Mais vous laissez donc croire qu'elle ne se nommait. Vous répondez comme autant votre sous-texte. Non. Et laisse finir. Votre sous-texte, c'est de dire qu'elles sont là parce qu'elles sont femmes. Parce qu'elles sont des femmes. Mais qu'elles n'auraient pas les compétences. Ah voilà, Ouais, M. Bilger, on vient de le lâcher. Mais M. Bilger. Je vous aime. Mais attendez, vous dénonciez un système hier et vous validez celui d'aujourd'hui. Quand les masques tombent. S'il vous plaît. Derrière, c'est pas joli. S'il vous plaît. Ils sont là. Philippe, s'il vous plaît. D'abord, le modérateur que je suis ne dira pas effectivement que ces gens sont choisis parce que ce sont des femmes. Elles sont effectivement la compétence, mais elles ont. C'est pas tant la compétence d'ailleurs. Elles ont le profil. Mais je pourrais dire ils ont le profil parce que c'est Monsieur Sitbon Gomez qui est, je crois, Gomez, qui est juste l'ancien directeur politique de Europe Écologie, de Cécile Duflot. Donc, il et elle ont le profil. C'est ça qui est important. Ça, c'est différent. Ah ben, c'est pas vous croyez, je vous dis qu'il était directeur de campagne de Cécile Duflot. Je ne l'invente pas. Vous voyez le directeur de campagne de Marine Le Pen diriger la télévision publique ? Sans aucune compétence particulière. S'il vous plaît.